Le poète est mort en 1975. Nous dit-on, dit Michel Volkovitch dans sa postface à l'un des recueils. Et il est vrai que face à ce visionnaire qui a introduit la psychanalyse et le surréalisme dans ce pays, on a le sentiment d'une très grande exubérance, d'un souffle créatif encore présent. Même le déferlement de ces inédits évoque moins quelque chose d'inachevé qu'une sorte de work in progress permanent qui n'a pas pris fin avec sa disparition. C'est pourquoi il était à première vue compliqué de faire tenir cette présentation entre deux dates qui seraient celles de la naissance et de la mort, tant la présence du poète semblait débordante. D'ailleurs, j'aimerais signaler en passant que la plupart des dates dans son cas s'avèrent incertaines, les dates de publication, dates d'écriture des œuvres. On n'a pas toujours les mêmes références dans tous les ouvrages, comme si le temps lui-même devenait élastique pour arriver à contenir ce débordement. Michel, dans sa postface à l'un des recueils, parle d'une force vitale inépuisable, et je crois bien que c'est de cela qu'il s'agit. Alors il nous reste l'image d'un homme qui continue à exercer un grand pouvoir de séduction, un homme qui a produit une œuvre libératrice, somptueuse, mais aussi optimiste. C'est l'optimisme d'un homme généreux qui croyait en un monde meilleur. Et j'aimerais donner la parole une dernière fois à Jacques Lacarrière pour conclure cette trop longue introduction que je n'ai pas réussi à endiguer, emportée moi aussi par la lame de fond de l'œuvre. Alors Lacarrière dit « Le poète Elitis, dans une lettre à Andreas Mbirikos, lui écrivit cette phrase remarquable qui est à mes yeux une des plus belles définitions jamais données de la poésie. Mon cher Andreas, la poésie est née pour corriger les erreurs de Dieu, ou alors pour montrer à quel point nous avons dévoyé son don. » Alors, nous avons donc affaire ce soir à un auteur prolifique, mais dont la majeure partie de l'œuvre, près de 90%, a été publiée après sa mort. Pour certains textes, 60 ans après leur écriture. Alors, je vais maintenant m'adresser à l'ange gardien de l'œuvre. Pourquoi gardait-il ces textes dans ses tiroirs? Il avait pourtant déjà secoué son pays en y introduisant la psychanalyse et le surréalisme. Je pense que c'est plutôt à cause de son... Merci. À cause de son mauvais rapport avec la sphère publique. Ça, c'est Nikos Sigalas qui le dit dans une œuvre, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Mais c'est pas si simple, parce que il ne pensait pas qu'il allait publier quelque chose quand il était jeune, parce qu'il faisait des essais selon la mode de Palamas, de Malakassis et des poètes classiques de la fin du 19e et du début du 20e. Et dans les années 30, il a eu un changement radical en allant à Paris et il a écrit un recueil qui est publié dans les éditions Agra en 2014. Or là, c'est un recueil qui a été publié plus même de 80 ans après son écriture. Et lui, il n'a pas publié alors qu'il avait commandé des dessins à son ami Georges Gounaropoulos, le peintre. Nous avons découvert les dessins en publiant le livre 2 jours avant qu'il aille sous presse. Et l'éditeur, Stavros Petsopoulos, a tout arrêté pour au moins incorporer 3 des 5 dessins qui étaient destinés pour ce livre.
Or, il y a même 80 ans d'écart. C'est ce qui est encore plus que les 60, et nous ne savions rien d'un volume tout à fait près. Or là, nous avons l'exemple même d'avoir complètement changé de cap dans sa vie. Parce que quelque chose que je viens de découvrir, enfin je viens de le découvrir, je l'ai découvert dans les années 2000, 2006, 2007, en trouvant une grande partie du fonds de mon père dans notre propre maison, c'est-à-dire dans le sous-sol de notre appartement, où il y avait la cave où on gardait des choses. Donc derrière les livres qui étaient venus de la maison de la mère, il y avait des valises, mais qui n'étaient pas visibles dans le sous-sol. C'était un refuge des immeubles athéniens qui suivaient la norme d'après-guerre. Donc il fallait qu'ils aient un refuge. Donc ce n'est pas une petite cave, c'est une très grosse cave. Elle est aussi grande que cette chambre, que cet espace. Et donc tout ça, c'était rempli de livres. Donc il y avait 13 à 15 000 livres dedans. Une grande partie ont été détruits par une inondation, 3 jours après la mort de ma mère. Et un peu au-dessus du niveau des eaux, il y a 3 ou 4 valises, tout le fond d'avant-guerre. Or, nous découvrons là qu'il a connu Breton en 1933, et non pas dans les années 20 quand il faisait son analyse, le 31 janvier 1933. Et à partir de là, il change complètement, mais il ne devient pas surréaliste. Or, il ne publie pas l'œuvre, on ne sait rien de tout ça. On savait 2 poèmes qui étaient illustres et qui ont été même mentionnés par Elitis dans le livre qui parle de mon père, de Anaforas de Andrea Mbirico. Mais tout ce qu'on cherchait depuis des années avec ma mère est apparu tout d'un coup et ça a été miraculeusement sauvé de l'inondation, la flotte qui montait encore. Quand j'ai sauvé les valises et j'ai vu qu'il y avait des choses que je cherchais depuis la mort de mon père, depuis que j'avais 18 ans. Et tout d'un coup, un peu avant mes 50 ans, je découvre tout ça. Donc je comprends qu'en fait, il a un mauvais rapport avec l'espace public, mais aussi c'est que c'est très circonstanciel. Il voulait publier comme première œuvre une œuvre surréaliste, donc au fourneau, Ipsicamenos, et ne pas être classé comme un moderniste, avant-gardiste, mais non pas surréaliste. Or ça, il le publie dès qu'il écrit. Donc il doit l'écrire en 1934-35. Et quelques mois plus tard, il le publie. C'est tout de suite après la conférence qu'Elitis décrit avec le Tsaldaris voilà. Et donc, après, il essaye de publier Endochora en 1938 chez Apostolos Melachrinos, dans les éditions du Kyklos. Mais il est très lent. Donc il n'est pas sûr, je pense qu'il n'est pas sûr, et il entame autre chose parce qu'il se marie avec Matsi Hadjilazaru en 1939-1940, avec qui il est depuis 1938. Et donc Endochora reste, et pendant la guerre, il ne veut rien publier, en tant que livre, je dis, puisqu'il y a eu je pense qu'il y a eu, non, il n'y a même pas eu de publication pendant l'occupation. Et on lui propose de publier ça. Mais en même temps, il avait écrit les Grapta ou Prosopiki Mythologia. Mais il s'était déjà séparé avec Matsi Hadjilazaru, mais c'était un discours amoureux en grande partie pour Matsi Hadjilazaru. Donc il ne peut pas le publier parce qu'il est maintenant avec ma mère. Et donc pour ne pas blesser l'une ou l'autre de ses 2 épouses, il ne publie rien. Mais ça lui détruit l'œuvre parce que c'est comme un work in progress, comme tu as dit. Donc, s'il n'y a pas ça, je ne peux pas publier le reste parce que ça, c'est avant. Et à partir de ce moment-là, comme il est lui-même, il s'exile et il a un mauvais rapport à partir de ce moment-là avec la sphère publique. Il n'a pas publié ce qui devait être chronologiquement avant. Donc après, comme il s'exile lui-même, il peut écrire de plus en plus des choses de plus en plus érotiques. Mais ce qui le fait aussi s'exiler encore plus, parce qu'il le sait qu'il ne va pas pouvoir les publier. Donc il espère un changement du monde où il pourra publier ça. Et il espère tout de suite, ou dans le futur, dans un horizon relativement proche. Et cet horizon toujours s'éloigne, et il tombe dans la dépression. Et là, il ne publie plus rien. Et la dictature des colonels vient, et il ne veut pas publier tant qu'il y a la dictature des colonels, et il meurt 1 an après, sans avoir pu publier, même pas les œuvres les plus bénignes du point de vue sexuel. Donc celles qui auraient peut-être pu passer. En 1976,
tout ne passait pas, même Octane. En 80, oui. Donc je vous ai répondu, mais... Et donc l'aventure, elle continue. Elle continue parce que... inédits. Ah, mais il y en a plein. Le problème, c'est que là, nous avons publié, il est là, j'ai vu que vous l'avez je vais vous le montrer. Vous permettez que je me déplace pour vous montrer simplement. Donc ce livre, c'est la suite de ça. C'est la suite. Ça s'appelle Ikiklitu Zodiakou. C'est publié cet été. C'est le plus important livre posthume de Mbirikos, après Octane, probablement ici Mronosavre Kioskthes, dans le sens que c'est les œuvres ou les petites histoires et des textes qui font partie du livre Grapta ou Prosopiki Mythologie. Ça a été écrit entre 40 et 46. Et donc c'est à cause de Matis Hadjilazaro que ça ne pouvait pas être publié. C'est là le problème. Donc on vient de le publier. Et il reste encore énormément de choses, parce qu'il ne publiait absolument rien. C'est-à-dire, je pense que le 90% de son œuvre est posthume. Et encore, c'est le 70% de cette œuvre qui est publiée jusqu'à maintenant. Donc ça nous laisse de la marge pour des traductions, des présentations. Est-ce que je peux dire encore quelque chose ? Je pense qu'il y a quelque chose aussi à dire, c'est que c'est en même temps la dépression dans laquelle je l'ai vu sombrer peu à peu, déjà depuis ma naissance, paraît-il, mais surtout dans les années 60, et surtout depuis que les colonels ont pris le pouvoir en Grèce. Mais en même temps, c'est qu'il écrivait de moins en moins. Or, les dernières années de sa vie, il ne pouvait plus écrire. Il avait ce qu'il appelait lui-même « distokia ». Or, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était écrire un distokia, ça veut dire ne pas pouvoir écrire, avoir une difficulté de créer. Et donc, ça, c'est à partir de 67, malgré le fait qu'il écrivait ici, quand il pouvait, certaines choses, mais il a écrit un très long texte, qui est une encyclopédie personnelle. Pour ne pas écrire une autobiographie qui est la pose narcissique de l'écrivain, il a décidé de faire des entrées, comme dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, et écrire, lui, par rapport à telle chose, objet, personne ou écrivain qu'il aimait. Et donc ça, c'est un très long texte, mais très compliqué à publier. Parce que nous n'avons toujours pas trouvé tout, parce qu'il prenait l'entrée, par exemple, de Larousse ou de Megal Elniki Encyclopédia, il copiait et après il écrivait son histoire. Donc en cherchant dans les encyclopédies, on trouve encore des textes. Donc, qui sont restés dans telle page de l'encyclopédie Megal Elniki Encyclopédia ou en français. Donc j'ai trouvé sur Aristides Steriades, parce que c'était plein de monde, hein, c'était pas... Là, des gens à qui on ne pense pas, c'est pas seulement Tolstoï que j'ai trouvé, Breton ou Andros, son île d'origine, mais c'est aussi Aristides Steriades qu'il a connu sur la Côte d'Azur, dans la maison de son père, dans les années 20, après la destruction de Smyrne. Avant de passer à la traduction d'Embirikos, Jacques, nous ferais-tu la faveur de nous lire un poème traduit par toi et Léonidas lira l'original. J'aurais dû t'en parler. Bonsoir. Bon, je m'y attendais pas. Une femme sage vaut 3 oiselles. Une femme simplement femme vaut des cheptels de gazelles. La vaillance des rameurs rougeoyait d'ardeur. Le sperme que nous traversions était encore plus abondant que l'eau des fêtes les plus ferventes. Et voilà pourquoi nous nous avérâmes incomparablement supérieurs comme pagayeurs et comme auteurs de notre propre délivrance. Maintenant, même les schizomycètes de naguère nous portent aux nus et plus personne ne ricane.
nos bras arborent des amandiers en fleurs, et depuis, nos yeux oscillent les nuances d'érubescence d'hommes en quête de la femme par excellence, qui acquirent dans la ferveur et l'abnégation leur émancipation. Merci. Merci, Jacques. Et nous allons l'entendre en grec. En grec. Μια φρόνιμη γυναίκα αξίζει 3 πουλιά, μια γυναίκα απλώς γυναίκα αξίζει δεκάδες δορκάδων. Η κοπηλασία ήτανε κοκκινοπή. Το σπέρμα που διασχίζαμε ήταν πλουσιότερο και από το νερό των θερμοτέρων εορτών, γι' αυτό φτάσαμε ασυγκρίτως ανώτεροι και ως λαμνοκόποι και ως αγωγοί του λυτρωμού μας. Τώρα μαζί το κραυγάζουν και οι χθεσινοί σχιζομίκητες και κανείς δεν μικτηρίζει. Στα μπράτσα μας ανθούνε μυγδαλιές και από τα μάτια μας ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι κλίμακες των αλγουρίδων με ζέση και με αυταπάρνηση χειραφετημένων νοσταλγών της κατεξοχήν γυναίκας. Alors, je me tourne vers le messager. Michel, tu as publié, donc tu as publié 2 recueils de poèmes. Comment l'aventure de la traduction d'Embiricos a-t-elle commencé pour toi et quelle est la plus grande difficulté dans cette aventure? Cela fait donc 2 questions. D'abord, mon histoire avec Emberikos, il a mis du temps à être publié et moi j'ai mis du temps à le traduire parce que j'ai été très tôt fasciné par lui dès mes débuts de ma relation avec le grec. Oui, mais à l'époque, Emberikos était aux mains de mes glorieux aînés qui rêvaient aussi de le traduire et commençaient à le faire. Il y avait donc Jacques Bouchard, il y avait Michel Saunier. Dans les années 90, donc sont sorties les traductions de Jacques, Argot traduite par Michel Saunier. Je sentais que ils avaient la priorité et que je resterais donc spectateur. Et ça a duré des années, ça a duré 20 ans. Et rien ne venait. Je crois que chacun des deux rêvait d'une intégrale, mais bon, pour des raisons commerciales, bassement commerciales, ça n'avançait pas. Actes Sud avait tout de suite laissé tomber parce que les publications avaient été accueillies par un certain silence. Et dans les années 10, je crois, je vois un autre recueil d'Embiricos traduit par Constantin Kaiteris. Constantin Kaiteris, qui est de ma génération, qui ne fait pas partie donc des stars de la traduction de la grande génération précédente. Je me suis dit, si lui s'y met, c'est donc peut-être la voie est libre. Là-dessus, je rencontre Leonidas, qui me dit qu'il n'y a pas de projet, que tout est enterré, enlisé. Et donc, je me dis, je vais peut-être pouvoir m'y mettre, d'autant que j'ai ouvert une maison d'édition, laquelle n'a aucun espoir comme dans le domaine commercial. On n'est pas là pour gagner de l'argent, donc allons-y. J'ai quand même consulté Michel Saunier parce que je savais qu'il avait traduit Rue des Philhellènes et qu'il vénérait ce texte. Et il m'a répondu, j'ai proposé donc d'inclure sa traduction des Philhellènes dans le reste du recueil d'Octane. Il m'a dit, ce n'était qu'un brouillon, je ne sais pas où il est, je l'ai égaré, donc allez-y, vous traduisez-le, lui aussi, vous qui êtes serial translator. Et donc,
Et bien voilà, je m'y suis mis, je me suis lancé en travaillant main dans la main avec Leonidas, avec lequel on a échafaudé un programme. Et donc sont sortis 3 livres déjà. Il y en aura d'autres. Et c'est Leonidas qui me dira par quoi continuer. Et j'espère qu'il y aura donc de nouvelles découvertes. Alors, deuxième partie de la question. Qu'est-ce qui est le plus difficile en traduisant Embericos? C'est évidemment comment rendre cette langue extraordinaire, disons pour simplifier, une Catharevusa, qui est donc langue savante, qui est à la fois solennelle, parce que ancienne, et en même temps décalée, parce qu'il y a un décalage entre cette langue quand même assez formelle. Disons que c'est le langage en habit de fête, hein, en habit du dimanche. Et puis le contenu. C'est en même temps, on pourrait dire, un langage en érection, vous voyez. Donc, comment rendre ça en français? J'ai remarqué que mes prédécesseurs avaient tous reculé devant ce défi-là, parce que c'est impossible. On ne peut pas rendre cette langue-là dans une langue française qui n'a pas ce double registre. On a par exemple pour raide, on a roide. Bon, dans certains cas, ça marche. Mais sinon, on s'épuiserait, ou alors il faudrait le traduire dans un français médiéval, et ça serait complètement faux, complètement artificiel, parce que cette Catharevusa, pour un grec, elle est quand même relativement familière. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne baisse pas les bras quand même, hein. Donc, on essaye d'abord, sur le plan lexical, d'introduire par petites touches des mots qui font comprendre qu'il se passe quelque chose, que c'est pas du français courant, que c'est un peu étrange. Par exemple, le meilleur exemple, c'est, je crois, le titre qu'a trouvé la Carrière pour le recueil Ce Jourdui. Pas aujourd'hui, mais ce Jourdui. C'est donc légèrement archaïque, légèrement inhabituel. Donc tout de suite, dès le titre, on comprend que voilà, et ce ne sera pas du français contemporain, qu'il se passe quelque chose d'un peu étrange. Bon, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Alors, ce qui est passionnant en traduction, c'est de rendre un des paramètres du langage, ici donc le lexique, par autre chose, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer? Sur l'ordre des mots, par exemple. Je vais me permettre d'emprunter des exemples à un petit texte que j'ai mis à la fin d'Octana, qui s'appelle Traduire la volupté, un texte où j'essaye de montrer comment j'ai travaillé sur cette langue particulière. Alors, donc, l'ordre des mots. Il suffit parfois d'adopter un ordre des mots un peu inhabituel pour susciter aussi cette impression d'étrangeté. Exemple, au lieu de « où sifflaient les flèches des Indiens », on pourrait dire « où sifflaient des Indiens les flèches », qui est donc une inversion déjà un petit peu poétique. Ou bien, il suffit peut-être de mettre un mot important à un endroit un peu inattendu pour que tout d'un coup ça devienne violent. Quand lors d'un calme plat, les feuillages bruissent violemment. C'est peut-être plus intéressant si l'on dit quand lors d'un calme plat, violemment bruissent les feuillages. Généralement le mot important vient à la fin, mais là c'est une exception intéressante, hein, parce qu'il arrive justement avec brutalité. Mais le plus efficace et le plus intéressant pour le traducteur, c'est de travailler sur la musique des mots. Le rythme, d'abord. Donc, c'est de la prose, donc on n'a pas un rythme régulier, mais je crois que pour Embericos, ce qui convient bien, c'est un rythme un peu plus rond, un peu plus plein, un peu plus régulier, pour donner une impression d'abondance et pas de lourdeur, mais de quelque chose de massif.
En français, ce qui est déterminant, c'est l'alternance des rythmes pairs et des rythmes impairs. Et peut-être que chez Embericos, il convient d'adopter davantage de rythmes pairs, d'inclure de temps en temps, plus que dans une prose normale, des alexandrins cachés, par exemple. Un petit exemple, malgré les sifflements des serpents, de ce fleuve Amazone qui les a baptisés, malgré tout le grouillement des alligators, de ce fleuve Amazone qui les a vénérés, malgré le bourdonnement des insectes terribles, de ce fleuve Amazone qui les a caressés. Donc, dans l'original, ce sont des vers libres, et ici on se rapproche un petit peu. J'ai fait alterner des vers impairs et des vers pairs. Et les 3 derniers sont en 12 syllabes. Bon, sortons un petit peu de la cuisine. Mais si, non, restons-y. Les sonorités. Et c'est là, surtout, qu'on peut jouer, je crois, en multipliant les allitérations pour donner cette impression d'exubérance de la langue. C'est une langue qu'il faut faire sonner. Il faut exagérer peut-être un petit peu le jeu sonore. Par exemple, les abricots locaux, les oranges juteuses. Chez un autre poète, peut-être que je n'oserais pas ces oranges juteuses, ça frotte un petit peu, c'est voyant. Mais justement, c'est bien que ce soit voyant chez lui. Et aussi les abricots locaux, il y a une rime intérieure. Rue d'hiver qui vient comme un convoi ferroviaire. Donc là, on sent le roulement des R et le frappement des que. Rue d'hiver qui vient comme un convoi ferroviaire. Voilà. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et là, je voudrais rendre hommage à Jacques Bouchard, qui a élaboré une tactique de traduction très intéressante. Comme il s'agit d'une poésie érotique, il lui a paru utile d'insérer dans le texte des mots qui évoquent la sexualité. Par exemple, si je me souviens bien, il y a quelque part des caravelles qui mouillent dans chaque port. Le mot mouiller peut avoir une connotation sexuelle, c'est peut-être pas très visible, mais enfin, bon, s'il y en a d'autres un peu plus loin, ça commence à créer un certain climat. Le mot, par exemple, le mot tressaillant est intéressant. Il s'agit d'un membre tressaillant, et en l'employant, on espère que le lecteur va couper au bon endroit. Le mot, bien sûr. Très saillant, d'accord. Bon, voilà. C'est déjà pas mal sur le sujet. Justement, puisqu'on en a parlé, on pourrait peut-être lire Lire. On fait les deux ou on en laisse un seulement? Alors, oui. Alors, lequel on lit? Alors, de ce aujourd'hui, les archanges. Les archanges. On avait prévu, après usage de la pompe à eau, mais bon, ce sera pour une autre fois. Dans les archanges... Oui. Oh, non, ça va. Dans les archanges, il y a, dans le premier vers, une allusion à Cavaphis. Ne regrette pas Alexandrie qui s'en va. Donc, les archanges. Qu'importe si Alexandrie s'en va, ne pleurez pas. Ils arrivent, toutes voiles déployées, chaque fois que les souffles de la mer enflent les cœurs et que de volupté les eaux palpitent. Les archanges blancs arrivent, leurs ailes grandes ouvertes, avec trompettes et lumineux reflets, avec des branle-bas, des levées l'ancre et d'incroyables cris, les veines de leur cou gonflées, l'âme par les vents dilatée,
les articulations et les cordages grinçants, même dans les saumures les plus amères de tous les temps, les chefs des anges marins arrivent, comme Christ est vainqueur, ou comme le sperme irrésistible qui jaillit. Les archanges marins arrivent apportant l'allégresse. Chaque fois que les âmes sont secouées d'ouragans, les chefs des anges marins arrivent. Ils arrivent toujours, les navires. Tout le poème est, comme tu as dit, c'est une réponse au pessimisme de ce poème de Cavafy, malgré l'influence énorme de Cavafy. Οι αρχάγγελοι, τι κι αν φεύγει η Αλεξάνδρεια, μην κλαίτε. Με απλωμένα τα πανιά τον έρχονται κάθε φορά που τις καρδιές φουσκώνουν οι πνοές του πόντου και οι θάλασσες εν ειδονία σπέρουν, άσπριε αρχάγγελοι έρχονται με διάπλατα ανοιγμένα τα πτεράτων, με σάλπιγγες και φωτεινές αντάβιες καταφθάνουν, με βύρα και μάινα, με απίστευτες ιαχές, με πεταγμένες έξω τις φλέβες ταλαιμάτων, με τις ψυχές πλησίστιες, τριζοβολώντας τους αρμούς και στα σκοινιά των, στις πιο πικρές ακόμη των καιρών αρμύρες. Θαλάσσιοι ταξιάρχε έρχονται, σαν το Χριστός νικά, ή όπως το σπέρμα που ακατασχέτως αναβλύζει. Θαλάσσιοι αρχάγγελοι έρχονται την αγαλία συγκομίζοντες, κάθε φορά που τις ψυχές τραντάζουν τα ραγάνια. Θαλάσσιοι ταξιάρχε έρχονται, έρχονται πάντα τα καράβια. Octane, rue des Philhellènes. Un jour que je descendais la rue des Philhellènes, le bitume me ramollissait sous nos pas, et dans les arbres de la place, on entendait les cigales, au cœur d'Athènes, au cœur de l'été. Malgré la forte chaleur, le trafic était dense. Soudain passa un corbillard. Derrière suivaient 5 ou 6 voitures avec des femmes vêtues de noir. Et tandis que frappaient mes oreilles des bribes de lamentation, le trafic un instant s'interrompit. Alors, quelques-uns d'entre nous, inconnus les uns des autres dans la foule, se regardèrent anxieusement dans les yeux, chacun s'attachant à deviner les pensées de l'autre. Puis, d'un coup, tel un déferlement de vagues rapprochées, le trafic reprit. C'était juillet. Dans la rue passaient les autobus, pleins à craquer d'une foule transpirante. Hommes de toutes sortes, minces couros et hommes faits, pesants, portant moustaches, dames grosses ou squelettiques, jeunes femmes ou lycéennes en grand nombre, sur les croupes fermes et les seins palpitants desquelles de nombreux hommes entassés là, comme il est naturel, s'efforçaient, tous brûlants, tous dressés comme le gourdin d'Héraclès. Chose habituelle en de tels lieux, la bouche ouverte et l'œil rêveur, de porter la main, geste rituel et considérable, laissant tous croire que c'était par hasard, en raison de l'affluence, que les affolantes rondeurs des accueillantes jeunes femmes et lycéennes étaient la cible, dans les véhicules, de ces gestes voulus, extatiques, frôlements, pincements, frottements. Oui, c'était juillet, et ce n'était pas seulement la rue des Philhellènes, mais aussi le bastion de Missolonghi et Marathon, et les phallus de Délos qui palpitaient frémissant dans la lumière, comme dans les étendues desséchées du Mexique palpitent les cactus tout droits du désert, dans le mystérieux silence entourant les pyramides aztèques.
le thermomètre montait sans cesse. Ce n'était pas de la tiédeur, mais de la chaleur qu'engendre un soleil vertical torride. Et pourtant, malgré la fournaise et la respiration pressée des gens haletants, malgré le passage peu auparavant du cortège funèbre, aucun passant ne se sentait lourd, et moi non plus, bien que la rue fût brûlante. Quelque chose en moi, bruissant comme une cigale, m'obligeait d'avancer d'un pas léger, à accélérer. Toute chose autour de moi était limpide, tangible par la vue elle-même, et en même temps tout devenait presque immatériel dans la fournaise, gens et bâtiments, tant et si bien que le chagrin des affligés lui-même semblait s'évaporer tout entier, ou presque, sous la lumière égale. Alors, le cœur battant à grands coups, je m'arrêtai un instant, immobile au milieu de la foule, tel un homme que frappe une révélation soudaine, où quiconque voit devant lui s'accomplir un miracle, et je m'écriai, couvert de sueur, « Dieu, il faut cette fournaise afin qu'advienne pareille lumière. Il faut cette lumière pour qu'un jour nous arrive une gloire commune, une gloire pour tous les hommes, la gloire des Hellènes, qui, les premiers, je crois, ici-bas en ce monde, ont changé en ferveur de vivre la crainte de la mort. » Merci, et nous allons entendre le poème Ανδρέας Εμπειρίκος. Μια μέρα που κατέβαινα στην οδόν των Φιλελλήνων, μαλάκωνε η άσφαλτος κάτω από τα πόδια και από τα δέντρα της πλατείας οικούοντο τζιτζίκια μες στην καρδιά των Αθηνών, μες στην καρδιά του θέρους. Παρά την υψηλήν θερμοκρασίαν, η κίνηση σήτω ζωηρά. Έφνης μια κηδεία πέρασε. Ο πίσω ακολουθούσαν 5-6 αυτοκίνητα με μελανιμονούσας και ενώ στα αυτιά μου έφθαναν ρηπέ πνιγμένων θρήνων, για μια στιγμή η κίνηση διεκόπη. Τότε μερικοί από μας, άγνωστοι μεταξύ μας μες στο πλήθος, με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου προσπαθώντας την σκέψη να μαντεύσει. Έπειτα, δια μιας, ως μια επέλασης πυκνών κυμάτων, η κίνηση εξικολούθησε. Ήτο Ιούλιος. Εις την οδόν διήρχοντο τα λεωφορεία, κατάμεστα από ιδρωμένον κόσμο, από άνδρας λογής, κούρους λιγνούς και άρενας βαρύς μυστακοφόρους, από οικοκυράς χονδράς σκελετώδης και από πολλάς νεάνιδας και μαθητρίας. Ναι, ήτο Ιούλιος. Κι όχι μόνον η οδός των Φιλελλήνων, μα και η ντάπια του Μεσολονγκιού, και ο Μαραθών, και η φαλή της Δήλου, επάλλοντος φύζονται στο φως, όπως του Μεξικού τας αυχμηράς εκτάσεις, πάλλονται ευθυτενείς οι κάκτοι της ερήμου, στην μυστηριακή σιγή που περιβάλλει τας πυραμίδας των Αστέκων. Το θερμόμετρο ανήρχετο συνεχώς. Δεν είναι το θάλπος, αλλά ζέστη, η ζέστη που την γεννά το κάθε το λιοπύρι. Κι όμως, παρά τον καύσωνα και την γοργήν αναπνοήν των πνευστιόντων, παρά την διέλευση της νεκρικής πομπής προλίγου, κανείς διαβάτης δεν αισθάνεται βαρύς, ούτε εγώ, παρόλον ότι εφλέγεται ο δρόμος. Κάτι σαν τέτοιξ ζωηρός μες στην ψυχή μου με ενάγκαζε να προχωρώ με βήμα ελαφρών υψίσυχνων. Τα πάντα ήσαν τριγύρω μου εναργοί, απτά και δια της οράσεως ακόμη, κι όμως συγχρόνως σχεδόν εξαηλούντο μέσα στον καύσωνα τα πάντα, οι άνθρωποι και τα κτίσματα, τόσον πολλοί, που και η λύπη ακόμη ενίων τεθλιμμένων, λες και εξιτμίζεται σχεδόν ολοσχερός υπό το ίσον φως.
Τότε εγώ, με ισχυρών παλμών καρδίας, σταμάτησα για μια στιγμή ακίνητος μέσα στο πλήθος, ως άνθρωπος που δέχεται αποκάλυψη ακαριέαν ή ως κάποιος που βλέπει να γίνεται μπροστά του ένα θαύμα κι ανέκραξα κάθιδρος. Θεέ, ο καύσων αυτός χρειάζεται για να υπάρξει τέτοιο φως. Το φως αυτό χρειάζεται μια μέρα για να γίνει μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων που πρώτη θαρώ αυτή στον κόσμο εδώ κάτω έκαμαν ίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου. Alors, c'est vrai qu'en écoutant ces poèmes, on peut se poser la question de savoir comment recevoir un tel texte aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux textes, comme la Lolita de Nabokov, qui, si elle a fait scandale à l'époque de sa parution, ne trouverait peut-être pas d'éditeur aujourd'hui, et dont la lecture d'ailleurs avait bouleversé Andreas Embiricos. Alors, de tels textes relèvent-ils d'une forme de résistance, de défi à la morale courante, ou bien s'agit-il d'un phénomène plus mystérieux, propre à l'art, qui fait que le lecteur lui-même en arrive à lire avec ravissement et transport des choses qu'il ne tolérerait pas dans la réalité? Oui. Allô? Brosse? Ça marche? Ça marche pas? Non. Non, là, ça marchait trop fort. Oui, il a lu Lolita de Nabokov. Il a eu un exemplaire dès le début. C'était... Oui. Donc, il écrit dans une note «Pediskes pera apti τη Lolita». Et c'est l'introduction d'un personnage féminin majeur dans le Megas Anatolikos, Ethel, une jeune fille de 13 ans, anglaise, de classe populaire, ouvrière, avec un père incestueux qui est un ange libérateur. Or, c'est vraiment inspiré, c'est entré après la lecture de Lolita. C'est une non-Lolita. C'est pas une anti-Lolita, mais c'est un personnage qui n'a pas à voir. C'est comme ça aurait été, parce que s'il n'y avait pas eu l'interdiction et donc la culpabilité qu'engendre la sexualité et surtout l'inceste. Or, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est un psychanalyste qui utilise la psychanalyse d'une manière non orthodoxe. Et pourtant, il ne peut qu'être orthodoxe parce qu'il est membre de la SPP, donc la Société de psychanalyse de Paris, et à l'époque, dans les années 40-50, il devient membre adhérent en 50, et on lui interdit l'exercice de la psychanalyse à Athènes en 51. Or, il écrit ce roman avant, mais Lolita est introduite en 50, vers la fin des années 50. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en tant que psychanalyste, il pense que selon ceux qui refusaient en partie, non pas dans la thérapeutique ou dans la théorie psychanalytique, mais l'équivalence de la pulsion de vie et du drive, de la pulsion de mort, comme le font plusieurs psychanalystes de gauche des années 30, dont Wilhelm Reich, en grande partie d'autres beaucoup moins hérétiques que lui. Il a toute cette bibliographie chez lui, et il lit surtout en 1938 le livre du grand anthropologue polonais, anglo-polonais, britannique, Malinowski. Donc, la vie sexuelle des sauvages. Et dans la vie sexuelle des sauvages, il est bien clair que dans les îles Trobriand, sur le côté et la côte nord de l'île, où il n'y a pas encore les missionnaires, et il ajoute à côté, il l'écrit lui-même en français, c'est la traduction française du livre qu'il a, les maudits missionnaires, parce qu'ils interdisent par la christianisation les rapports des jeunes gens qui ont des maisons spéciales entre 6 et 13 ans ou 14 ans, donc prépubères, qui font des jeux amoureux. Or,
ce qu'il découvre dans sa tête, c'est que c'est la période de latence de la psychanalyse, ce que la psychanalyse nomme période de latence, qui est là où s'emmagasinent les complexes et donc la culpabilité et l'agressivité humaine. Or, c'est une vision très optimiste du monde que s'il n'y avait pas la période de latence, c'est la société qui nous impose la période de latence, exactement pour enlever l'inceste des choix érotiques de l'individu. Or, c'est ça sa théorie. Hein. Et quand il est marxiste, il a ça, mais quand il n'est plus marxiste, il redevient de gauche, mais plus marxiste orthodoxe, dans les années 60, par la gauche américaine, la New Left, et Marcuse, et donc tout ce qui vient aux États-Unis après les années 60, ou pendant les années 50 et 60, c'est ce qu'il y a dans Octane. Or, l'introduction des gens pubères, il n'y a jamais des prépubères. Si vous avez remarqué dans la lecture, les jeunes garçons et les jeunes filles n'ont jamais moins de 11 ans et ils sont explicitement pubères. Or, c'est qu'il faut trouver un moyen de dépasser la latence. C'est une théorie, bien sûr, complètement abracadabrante pour un psychanalyste. Parce qu'un psychanalyste orthodoxe, et Sacha Nacht, à l'époque, psychanalyste de la SPP, extrêmement conservateur, presque réactionnaire, il n'aurait pas pu l'accepter comme, dans la SPP comme membre adhérent s'il n'avait pas écrit un texte d'une conventionnalité psychanalytique de l'époque, pas extrême, et avec Marie Bonaparte qui l'a poussé à le faire, alors qu'il ne voulait pas le faire, parce qu'il devait devenir de membre affilié, membre adhérent, et fonder la Société de psychanalyse grecque, et ils étaient en train de former avec Frosso Karapanu le 4e membre qui était nécessaire pour une société de psychanalyse grecque. Ils n'ont pas eu le temps, et la société et la psychanalyse grecque a attendu encore 35 ans. Donc, je pense qu'il y a d'abord cette théorie de libération. Et ça commence après 1938, c'est-à-dire c'est bien clair, en voyant sa bibliothèque et tout ce que j'ai pu voir, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, je ne peux pas voir des milliers de livres, c'est Jacques d'ailleurs qui m'a le premier fait comprendre l'importance des notes à côté du texte lu en lisant Proust. Donc il a écrit un texte, Empirikos, lecteur de Proust. Et donc j'ai vu, après, j'ai continué à voir les livres et donc tout ce qu'il a écrit. J'ai découvert des choses absolument faramineuses. Il a tout à fait raison et donc j'ai suivi son système. Et j'ai vu chez Malinowski tout ce qu'il écrit. Or, je pense que l'origine de l'introduction des enfants pubères, pas prépubères, qui jouent un rôle capital pour la libération, se fait à l'intersection du nazisme en Allemagne et du début de la Deuxième Guerre mondiale et du Kristallnacht, parce qu'il écrit un texte qui se réfère explicitement au Kristallnacht qui est dans ce livre. Et donc tout ça fait qu'il écrit le Grand Oriental exactement pour trouver, après la Deuxième Guerre mondiale, une issue au problème immense de l'humanité, dont les lumières, très grandes, mais pas assez loin. Donc Freud et Breton sont l'absolu dans les lumières. C'est une continuation des Lumières, et pas du tout comme l'aurait dit Jean Clair aujourd'hui, Breton et les tables, machin, ça c'est... Enfin, je veux pas parler de Jean Clair, mais c'est vraiment, il faut voir Breton et la psychanalyse, avec le marxisme, jusqu'à un certain point, comme des théories qui amènent la libération de l'homme. Or, donc en même temps, il y a la transfiguration qui s'opère par la poésie. Et donc, on peut utiliser ces choses, comme tu dis, on peut écrire des choses qui n'auraient jamais eu lieu en réalité, mais seulement qu'il faut les voir, même ce qui a lieu, et les comprendre sans les juger moralement. Or, il était très proche du féminisme au début, pas du féminisme très moraliste d'après sa mort. Donc il était très proche du féminisme, ce qui est très curieux. On aurait dit non, pas du tout, non, pas, au contraire. C'était dans le mouvement de libération, c'était une très grande chose. Et donc on peut lire Lolita de Nabokov, comme tu as dit, et dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, on n'aurait pas pu être publié. Il n'y a pas une scène érotique dedans. Pas une. Mais exactement, parce qu'il n'y a pas de scène érotique. Alors une des références majeures, sans le dire, de Empirikos, c'est faire la même chose avec des scènes érotiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair?
C'est une des références, c'est pas la seule, il y en a plein. C'est-à-dire, en lisant le texte, on découvre, et des savants du 19e siècle, c'est-à-dire le Suisse Edelman, c'est Ignatius Vitalis Troxler. C'est un physiologue suisse, fils de Schlegel et d'Hegel à Jena. Donc lui, bon, il n'est jamais nommé. Il y a Jules Verne, on comprend qui c'est. Il y a le peintre, comment il s'appelle dans l'Anatolikos, Berthier. Eh bien, c'est Courbet qui a participé à la défense de la Commune de Paris. Donc il y a plusieurs choses de ce genre, mais il y a toujours l'élément érotique parce que la lutte des classes, elle peut être là, mais la première chose qu'il y a à voir, c'est la libération de l'homme en voyant ce que c'est l'inconscient. Mais l'inconscient, on n'est pas nécessairement d'accord, et ça on le voit dans le livre de Sigalas, par rapport à son dialogue avec Nicolas Callas, c'est que il faut être très optimiste pour voir que la libération de la tyrannie du surmoi peut amener à un monde de Fourier sans problème. Vous voyez, donc, à un moment donné, ça devient choquant à quel point on peut croire en la bonté ou de l'humanité. On va enchaîner un petit peu avec le recueil de nouvelles, paru en 2012 en grec, et en 2017... c'est toi qui es censé savoir. Et en 2017 pour la traduction en français. Pourquoi est-ce qu'il a tellement tardé, celui-là? Oui. Pourquoi Non, Parce que les trois textes, Argot avait déjà paru... Il écrit ça à la fin de l'occupation, c'est-à-dire le Argot est écrit en septembre-décembre 1944. Il est arrêté par l'armée communiste lors de la résurrection à Athènes le 3 décembre 1944, uniquement pour le nom qu'il porte. Or, personne ne sait qu'il a complètement rejeté son passé capitaliste et d'armateur, et qu'il n'a rien pris de ses parents, et qu'il s'est même disputé avec sa famille. Donc, les gens qui l'arrêtent pensent que c'est le fils d'Ambirikos, ministre et armateur, et donc on l'arrête comme otage. Mais ça lui a détruit toute l'image qu'il avait, même s'il n'était plus communiste depuis 1938, l'image qu'il avait de la gauche. Et donc il devient anticommuniste en 1944, 45. Il devient anticommuniste libertaire. Mais il ne rejoint pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, Ayn Rand, l'extrême libertarianisme américain qui est de droite. Mais peu à peu, c'est pour ça qu'il se rattache à la nouvelle gauche. Mais sans le traumatisme de l'occupation en Europe. C'est pour ça qu'il devient plus anglais, plus américain, parce qu'il n'y a pas eu la violence engendrée par l'occupation nazie et la résistance. Donc, il fait omission du terrain de l'occupation, du champ littéraire. Et donc, il ne parle plus de ça. Il ne peut plus parler. Et donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus anglais et américain. Et donc, c'est la gauche américaine qui revient. Pourquoi il fait donc ces trucs-là? Donc, il écrit le premier texte où il y a une référence à Robespierre. Il n'est déjà pas d'accord avec la violence de Robespierre. Mais ça, c'est une référence qui a à voir avec son ami Callas, qui s'appelait Spieros, à cause de Robespierre, et d'une mention explicite de Engonopoulos sur Robespierre. Mais quand on l'arrête, il écrit deux textes complètement, l'un suit l'autre. Zemfira, qui est encore un truc sur l'inconscient, et sur une jeune fille qui est l'histoire de son enfance, et l'autre, c'est sur ma mère. Ma mère, elle c'est Beatrici, et il utilise les lettres envoyées par ma mère et les lettres qu'il lui a envoyées. Ma mère lit ce texte en 1945. Il avait déjà le recueil et s'appelait comme ça, déjà. Et ma mère lit qu'elle utilise ses lettres personnelles, mais elle
Il pète les plombs. Elle dit, ça, tu vas jamais publier. En plus, il y a une mention de son amant, on peut le mentionner aujourd'hui, qui était un très bon ami de mon père aussi. Il l'a connu il l'a connu, ma mère, avec lui. C'est Georges Mavroidis. Et donc, ma mère ne voulait pas qu'il y ait le moindre problème avec Georges Mavroidis parce qu'il menaçait, lui, l'autre, l'amant. Donc le livre ne peut pas être publié. Donc, il existe toujours. Et donc, il publie en 1960, 62, 63, avec Nanos Valaoritis au Pali, en 3 ou 4, 3 je crois, suite le Argo, et il ne publie pas Zemfira parce qu'il attend un moment peut-être que ma mère va changer d'avis, et ma mère ne change jamais d'avis, donc tout le plan est resté. Hein. Et donc, nous le découvrons avec Stavros Petsopoulos et Yorgis Gatromanolakis. Et Yorgis Gatromanolakis dit à ma mère, nous avons découvert ça, et lisez-le, et nous allons le publier, les trois. Donc ça, c'était du vivant de ma mère, 1997-18. Et ma mère lit encore, elle se souvient, hors de question, de mon vivant, jamais. Et donc voilà pourquoi on a attendu. Elle a dit, après ma mort, faites ce que vous voulez. Et on a attendu 6 ans après sa mort. Mais c'est quelque chose qui est lié à cette époque. Donc c'est lié à son arrestation. Et donc ces 3 textes aussi, on voit que c'est l'époque où j'ai nommé époque anticommuniste. Libertaire, mais anticommuniste. Et toi, Michel, comment tu as choisi... Comment en es-tu venu à traduire ce recueil? Après les recueils de poèmes, ces 3 textes. Bien, je ne suis pas limité à la poésie. J'adore aussi la prose et les nouvelles. J'ai un faible pour les nouvelles. J'avais lu Argo avec ravissement à l'époque, et c'est Léonidas qui m'a appris qu'il y avait une suite, qu'en fait Argo était le premier mouvement d'une symphonie en 3 mouvements. Et donc à ce moment-là, il fallait y aller, quoi. Donc c'était hors de question de rater ça, et j'aimerais qu'il y ait encore d'autres nouvelles découvertes bientôt. Et dans le recueil, il y a la traduction de Saunier pour Argo. Alors évidemment, je n'allais pas retraduire Argo après Saunier, donc je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser son texte qu'il m'a généreusement donné. Alors on a parlé des traductions françaises. Qu'en est-il des traductions dans d'autres langues d'un auteur qui a longtemps été plus connu ou reconnu à l'étranger que dans son propre pays? Est-ce qu'il est beaucoup traduit? Non, je ne crois pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit plus connu dans d'autres pays. Il était connu personnellement, il était ami d'ailleurs avec Breton entre 1933 et 1940. Après, il y a une correspondance pas très suivie. Il était très mauvais correspondant, mon père, très très mauvais. Et après, il renoue, mais à travers Nanos Valaoritis. Donc, il n'est pas connu. En France, même Breton n'a pas... Il s'en foutait de la Grèce, Breton. Il n'aimait pas la Grèce. Mon père l'a invité en 1960. Il y avait Elisa Breton qui était venue. Et il était très content de l'invitation, mais il a toujours décliné. Il ne voulait pas mettre les pieds dans ce pays du rationalisme. Donc, la Grèce, dans la carte surréaliste mondiale, c'est un tout petit appendicite, vraiment... L'Allemagne et la Russie, à cause du gothique, du Moyen-Âge et de l'irrationnel, sont immenses. Et la Grèce n'existe pas. Donc, il n'a même pas fait l'effort de voir Alors, malgré l'amitié personnelle et l'estime, mais en tant que surréaliste à Paris, non pas qu'en tant que quelqu'un qui est en Grèce. Or, je ne pense pas. En Angleterre, il a été traduit avec grande difficulté. Il y a 2 aventures, et même mésaventures. Après la guerre, quelqu'un de gauche... Robert Levesque vient et traduit les poètes grecs. Mais il n'aime pas du tout Embirikos. Parce que ce n'est pas du tout le folklore grec, ce n'est pas la résistance grecque, ce n'est pas le monde grec, ce n'est pas la lumière grecque. Il n'y a rien d'explicitement grec dans tout ça. Donc on n'aime pas. Donc il a été même très désagréable avec lui. Et donc il ne l'a pas traduit. C'est le seul qui n'a pas été traduit. Donc en français, il y a la première traduction, c'est Saunier avec Argo. Il n'y a rien d'autre. Donc,
Et je suis sûr, parce que ça j'ai vu après avec Octave Merlier et Miliex, ils ne voulaient absolument pas, ils ne pensaient pas, et d'ailleurs j'ai mentionné Jean Clair, j'ai du mal à parler plus sur lui, j'aurais dit beaucoup de choses en privé mais pas en public, mais ce qu'il pense du surréalisme. Mais je pense qu'il y a un grand nombre de Français, soit de droite, soit communistes, qui jusqu'à aujourd'hui n'acceptent ou n'aiment pas le surréalisme. Or en France, il n'a pas. Pourquoi on va traduire un surréaliste? C'est pas la peine. Un grec surréaliste, ça va pas avec le paysage. Le paysage grec, l'histoire grecque, moderne même, de la résistance. En Angleterre, ça marche pas. Absolument pas. Et donc c'est Ferris, et je parle des années 60, et de Nanos Valaoritis, qui a été celui qui a essayé de traduire les poètes grecs, surtout Elitis, Séphéris et mon père, et Ngonopoulos en anglais. Il n'a pas eu du tout de chance avec Empiricus. Or, la première traduction, c'est en 1966, c'est de Grapta, et c'est une très belle édition, très bonne traduction de Nikos Stangos avec l'aide de Alan Ross et de mon père lui-même. Et il y a aussi une traduction de Argot chez le même éditeur, mais où il enlève la scène de Pan. Alors mon père était très très triste, parce qu'il a vraiment massacré, il n'a jamais voulu parler de Argot en anglais. Il lui a écrit une lettre très polie où il dit « mais c'est pas possible sans ça », il l'a pas mis. Donc je pense qu'il a très mauvais, en russe il y a une petite traduction, mais en russe ça a été fait après sa mort, et par une jeune étudiante, et l'attaché culturel grec à l'ambassade grecque à Moscou, qui est un russologue, un très bon philologue, Yalamas, et c'est lui qui a essayé de traduire. Et il devait faire un gros volume, ça n'a jamais été fait, les traductions sont là. En italien, il y a très peu de choses, en espagnol encore moins, il y a en catalan Grapta. Et je pense que c'est tout, en allemand il n'y a rien. Et même en 2012, il y a une proposition, et quelqu'un que je ne nommerai pas a dit « Oh, c'est pas la peine, il vaut mieux que ce soit dans le diadicture, c'est-à-dire dans l'Internet, c'est pas la peine qu'il y ait sur papier, c'est des choses qui ont de l'âge, ils ont pris de l'âge, il vaut mieux pas traduire. » Donc, je pense qu'il y a un très mauvais succès, enfin, le contraire. Et c'est Jacques et Michel, et Saunier pour Argot, et qui ont traduit vraiment en français. C'est la seule langue où il est traduit avec une certaine conséquence. Mais pas vraiment, mais je ne pense pas qu'il soit ni connu ni autre chose. Il est mentionné dans les trucs du surréalisme en tant que le grec qui a... Oui, il faut ajouter que même en France, Emberikos n'est pas vraiment lu. Il est publié, d'accord, mais j'avoue, ce qu'un éditeur ne devrait pas faire, j'avoue que ça ne se vend pas, sauf à Lexicopolio, bien sûr. Mais c'est une bonne raison pour continuer, bien sûr, et on peut espérer qu'il a mis beaucoup de temps à être publié, qu'il mettra beaucoup de temps à être reconnu. Espérons. Oui, je voulais ajouter qu'il existe une traduction en roumain par Tudor Dinu aussi, les premiers recueils. Je te remercie. Oui, je n'ai pas mentionné, et c'est culturellement inadmissible ce que j'ai fait, les langues qui ont moins de 30 millions de locuteurs et de lecteurs. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne traduction. Il existe une traduction en albanais. Il existe, ah oui, très bonne, une anthologie, c'est comme Tudor Dinu. Il existe une traduction en macédonien qui n'est pas encore parue. C'est pas l'œuvre entière, mais il y a des poèmes. Et puis il y a plusieurs choses en espagnol. J'ai parlé seulement du catalan. En espagnol, c'est pas officiel, ça ne se vend pas. Argo, c'est une très bonne traduction. Le jeune homme qui l'a traduit s'appelle Bermejo, il est excellent. Mais on ne peut pas le vendre. Et aucun éditeur n'a voulu prendre la charge. Donc, ça n'existe pas. C'est une excellente traduction qui ne se vend pas. Peut-être que d'autres personnes dans le public. Est-ce qu'il y a des thèses qui ont été écrites sur l'œuvre de votre père? Beaucoup. Beaucoup, par contre. Et ces thèses, après, restent à l'université, ils ne sont pas très... Il y en a 2 ou 3 qui sont publiées. Et non, il y a 2 ou 3 en Grèce. Oui. Il y a une dizaine en anglais, en français, en allemand et en russe.
Non, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, je dirais une chose, si vous me permettez, est-ce que je peux... c'est pas seulement que ça ne marche pas, c'est que c'est pourquoi on va traduire quelqu'un des années 30 qui sort des livres encore aujourd'hui, donc c'est en Grèce. Le problème est en Grèce de placer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être, il y a 10 ans, ou à 20 ans plutôt, un truc inédit d'Embirico, c'était important. C'est plus le cas. Et nous avons ici avec nous l'éditeur courageux. Parce que, merci beaucoup, je suis très émue de vous savoir ce soir ici. J'aimerais tout simplement savoir, vous avez dit qu'il voulait publier, mais il ne le faisait pas. Mais est-ce qu'il énonçait qu'il voulait, il témoignait, il exprimait, il vous disait qu'il voulait et il ne le faisait pas? Ou c'est vous qui le pensez, qui le supposez? Parce que libertaire, vous dites, libertaire, libéré du surmoi, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas Mais vraiment... il y a une contradiction, vous avez tout à fait raison, une contradiction que j'ai essayé, je l'ai mentionné à peine au début, en disant que plus il devenait libertaire, plus il s'exilait lui-même de la sphère publique, parce qu'il écrivait de plus en plus de choses érotiques. C'est paradoxal. Et plus il écrivait, il pensait au début que l'horizon du changement était proche, mais l'horizon s'éloignait. Et c'est ça qui crée le messianisme. Et donc, de plus en plus, il devient messianique et il se détache de la réalité quotidienne, sans perdre. Non, je veux dire, c'est pas quelqu'un de fou, pas du tout. Jamais, on s'est même pas aperçu, sauf des gens très proches de sa dépression. Mais il n'allait pas enlever, il a enlevé certains morceaux de Argo. Là, ce que vous avez entendu, στην οδόν των Φιλελλήνων, le petit morceau où on parle des passagers de l'autobus et ce qui peut se passer d'érotique dedans, eh ben, il est enlevé. Lui-même, il ne l'a pas lu parce que ça ne passait pas. Donc, vous comprenez, ce qu'il a pu publier, c'est ce qu'il pouvait, mais en même temps, il fallait qu'il enlève une partie de l'œuvre et il le faisait de moins en moins. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a une contradiction de plus en plus grande. Et ce qui a amené, moi j'ai connu ça, il voulait publier. Donc il cherche. Absolument, oui. Et le Grand Oriental, il voulait le publier. Il a cherché avec Breton et Nanos Valaoritis de le faire chez Jean-Jacques Pauvert, ou chez Ophelia Press, ou Olympia Press. Ça n'a jamais marché. C'est qu'il n'avait pas non plus, il n'allait pas jusqu'au bout. Il était tellement déçu qu'il devenait autodestructeur. Donc, il tombait dans une espèce de marasme que j'ai connu. J'avais 10 ans ou 12 ans, pendant ou avant ou même après la dictature. Et il était hors de question de le sortir de là quand il s'agissait de son œuvre. Vous voyez, donc c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment. J'ai vécu avec un père qui de plus en plus voulait publier et n'arrivait pas. Nikos Karidis de Ikaros est venu et lui a dit en 73, je publie ça. Au début, ça allait être publié chez Ikaros. Ici, et 3 semaines plus tard, il dit non, annulé. Il y a la dictature encore hors de question. Même après les 18 textes, je ne sais pas si vous savez, la dictature au début, beaucoup d'écrivains ont décidé de ne pas publier parce qu'il y avait Proliptiki Logokritia. Donc même après ça, des amis lui disaient « Mais tu as 73 ans, tu dois le faire maintenant ». Il a dit « Bon d'accord » à un moment. Et après, il ne l'a pas fait. Et après, la dictature est tombée, mais il était malade. Et même ça, il aurait dû enlever des textes. Pardon. Bien même. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci Léonide, merci Michel.